Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Poirier et je suis professeure de nutrition humaine à AgroSud Dijon. Je connais quelques têtes dans la salle. Je réalise mes recherches dans l'UMR lipide nutrition cancer, donc plus particulièrement sur la détection et l'absorption des lipides chez l'homme. J'en profite pour vous donner quelques petites nouvelles d'AgroSud Dijon. Pour ceux qui ne le savent pas, AgroSud Dijon va rejoindre deux autres écoles, l'école de Rennes, Angers et puis l'école de Montpellier. Nous allons intégrer l'Institut Agro à partir de janvier 2022. Donc on m'a demandé aujourd'hui de vous faire des focus. Des focus sur la qualité nutritionnelle des protéines et surtout de vous mettre en exergue en fait, les points saillants. Le premier point saillant, c'est peut-être de s'interroger sur la quantité de protéines que l'on va retrouver dans les aliments. C'est davantage l'aspect quantitatif. À titre de comparaison, je vous ai mis ici un graphique qui montre bien que, d'un point de vue quantitatif, la viande, par exemple, est finalement l'aliment qui contient le plus de protéines, avec environ 25 grammes pour 100 grammes. On voit que les œufs, on est environ à 12 grammes pour 100 grammes, et les légumes secs, nous sommes à 5 à 10 grammes pour 100 grammes. Donc, je vous ai remis ici les quantités. La première information à retenir, c'est que finalement, d'un point de vue quantitatif, c'est la viande, les produits type viande qui vont vous apporter en quantité le plus de protéines par rapport à ce qui est consommé. Juste, je vous ai mis un petit, lorsque autant parler concret, je vous ai mis une équivalence. Donc il est clair que quand vous consommez 100 grammes de poulet, vous allez consommer 30 grammes de protéines, alors que si vous consommez 100 grammes de lentilles cuites, elles vont vous apporter entre guillemets, 8 grammes de protéines. Il faut en consommer plus pour avoir la même quantité. Et le point suivant que je souhaitais vous aborder avec vous, ce sont des notions de physiologie. C'est fondamental pour bien comprendre finalement la différence entre la qualité des protéines animales et la qualité des protéines végétales. Donc lorsque nous consommons un repas, dans notre repas, nous allons avoir des protéines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines, ce sont des macromolécules, donc on ne va pas pouvoir les absorber en tant que telles. Elles vont devoir subir une étape que l'on appelle la digestion. Et la digestion, en fait, va faire intervenir un certain nombre d'enzymes qui vont finalement, à partir de cette grosse macromolécule, en fabriquer de plus petites qui, elles, vont pouvoir être absorbées au niveau intestinal et donc vont pouvoir bénéficier à l'organisme. Cette étape-là, elle est fondamentale. Tout ce qui va gêner à l'action de ces fameuses enzymes va diminuer la biodisponibilité de votre protéine. Donc ça va libérer des nutriments. Donc bien évidemment, il y a deux types de nutriments. Il y a les macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines. Ces macronutriments vous apportent donc des calories. À titre indicatif, 1 g de protéines vont vous apporter 4 kilocalories, alors qu'un gramme de lipides vous en apporte 9. Et vous avez d'autres nutriments dans les aliments, bien évidemment, ce sont les vitamines et les minéraux qui, eux, ne vous apportent pas de calories et qui sont indispensables en fait au bon fonctionnement de notre organisme. Suite à cette digestion, on parle souvent de la notion de biodisponibilité. Donc qu'est-ce que c'est? Une fois que nous avons digéré donc, nos protéines et nous les avons hydrolysées, il faut que les acides aminés qui sont issus de ces protéines soient absorbés, donc passent la barrière intestinale, se retrouvent dans le sang et passent dans les cellules. C'est ça la biodisponibilité. Pour être efficace, il faut que ces acides aminés, une fois dans le sang, passent dans les cellules pour refabriquer par exemple des protéines. Donc quel est leur devenir? Tout d'abord, en fait, ces acides aminés qui sont passés dans vos cellules vont pouvoir soit être fonctionnels, c'est-à-dire refabriquer par exemple des protéines. Ça va servir également à notre plasticité. Chez un enfant, on voit bien qu'il grandit chaque jour et donc on a besoin d'une quantité de protéines importante. Et parfois, il peut arriver qu'on oxyde nos protéines, donc on fabrique de l'énergie avec ces protéines. Donc retenez bien la notion de biodisponibilité.
Je voulais quand même vous l'indiquer ici, donc sous la forme de ce schéma. Donc lorsque l'on consomme des protéines, elles vont donc être absorbées au niveau intestinal, elles vont donc subir la fameuse digestion. Cette digestion va libérer les petits carrés, les petits triangles rouges. Donc ce sont les acides aminés qui vont être absorbés au niveau intestinal et vont se retrouver dans le sang. Et ces acides aminés vont passer dans les cellules pour refabriquer par exemple des protéines. Donc comme je vous le disais, il y a absolument besoin de l'action des fameuses enzymes qui vont permettre donc d'hydrolyser ces protéines et de libérer les acides aminés. Et ces enzymes, en fait, tout ce qui va gêner l'action de ces enzymes, ça va finalement diminuer la digestibilité de vos protéines et donc leur biodisponibilité. Et à l'heure actuelle, on sait qu'il y a certains facteurs dits antinutritionnels que vous allez retrouver en particulier dans les matrices végétales, qui vont piéger l'enzyme, qui vont capter l'enzyme, et que si vous captez l'enzyme, vous diminuez son efficacité, et donc vous allez diminuer la capacité qu'a votre organisme à hydrolyser les protéines, et donc diminuer la biodisponibilité. Autre point, c'est la présence de fibres dans la matrice alimentaire, qui peut gêner également l'action de cette enzyme, et puis également la structure des protéines. En fonction des procédés utilisés, la structure des protéines peut être modifiée et donc les enzymes peuvent être moins efficaces. Donc diminution de la biodisponibilité. Que deviennent nos protéines? Pourquoi est-ce que l'on consomme des protéines? On consomme environ, on va dire, 80 grammes par jour de protéines. Ces protéines vont donc libérer ce qu'on appelle des acides aminés, environ 80 grammes. Il faut savoir que les acides aminés, certains peuvent fabriquer d'autres acides aminés. Ces acides aminés vont nous permettre en fait de synthétiser nos protéines, c'est ce qu'on appelle l'anabolisme, pour fabriquer entre autres les protéines musculaires. Donc on considère qu'il y a environ 300 grammes par jour de synthèse protéique et c'est un genre d'équilibre et donc en parallèle on va hydrolyser nos protéines soit pour libérer les acides aminés pour en faire soit de nouvelles protéines soit d'autres molécules et puis chaque jour on va en dégrader et donc on dégrade environ 80 grammes par jour d'acides aminés. Donc vous voyez c'est une question d'équilibre. Voilà. Ce qui est très important, la dernière notion que je souhaitais évoquer avec vous, c'est que quelle est la source en acides aminés de notre organisme? Comme on en dégrade chaque jour, ça veut dire qu'on doit en consommer chaque jour. Et donc l'apport, cette consommation, en fait, elle vient de l'alimentation, comme je vous ai indiqué à gauche de la diapositive. Et puis on peut également hydrolyser nos protéines fonctionnelles pour libérer les acides aminés, pour en fabriquer d'autres. Ce qui est important également à retenir, c'est que alors qu'on peut stocker du glucose, on ne peut pas stocker d'acide aminé dans notre organisme. Il n'y a pas de stockage d'acide aminé. Donc, les acides aminés de notre organisme sont fonctionnels et sont utilisés sous forme de protéines. Donc, ce qui explique pourquoi nous devons en consommer chaque jour pour rester en bonne santé. Donc, le point suivant que je voulais voir avec vous, c'est la quantité de protéines qu'on est censé consommer chaque jour pour rester en bonne santé. Voilà, donc là je vous évoque les repères nutritionnels de la population, donc, que nous appelons également RNP. Donc ce sont des repères qui nous permettent d'avoir une estimation de la quantité de nutriments que nous devons consommer par jour pour rester en bonne santé. En ce qui concerne les protéines, vous voyez, on est à 10 à 20% de notre apport calorique, hein, pas en quantitatif, qui doit être couvert par un apport en protéines. On a 35 à 40% sous forme de lipides et 40 à 55% sous forme de glucides. Donc ça, c'est une notion importante parce que vous voyez bien, ce ne sont pas les protéines que l'on doit apporter en quantité majoritaire lorsqu'on parle en kilocalories. Ce sont les glucides et les lipides avant les protéines. Donc finalement, notre quantité comparée aux autres macronutriments est plus faible. Donc on le découpe également en quantité en grammes par kilogramme de poids corporel et par jour. Et donc chez un adulte qui a une activité physique moyenne, on lui conseille de consommer 0,83 g de protéines de bonne qualité par kilo de poids corporel et par jour. Où en sommes-nous à l'heure actuelle en France? Donc en France, en fait, chez un adulte, ces fameux adultes, on n'est pas à 0,83, on est plutôt à 1,4 g par kilo et par jour. Donc finalement, on consomme peut-être un tout petit peu trop de protéines par rapport à nos besoins en France. Et l'autre point important, c'est qu'on consomme
65 à 70% de protéines animales. Or, à l'heure actuelle, les nutritionnistes s'accordent à dire pour dire que 50-50 pourrait être un équilibre assez optimal. Maintenant, je vais aborder la qualité des protéines. Donc, en ce qui concerne la qualité des protéines, qu'est-ce qui définit la qualité d'une protéine? Tout d'abord, en fait, comme on va le voir, je vais vous l'illustrer par une diapositive, c'est la composition en acides aminés. Et tout simplement parce qu'il y a des acides aminés dits indispensables. Donc, le premier facteur qui va caractériser la qualité nutritionnelle d'une protéine, c'est sa composition en acides aminés. Le second, c'est la digestibilité. C'est notre capacité à digérer les protéines et à libérer ces fameux acides aminés pour qu'ils puissent être absorbés. Deux autres points que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais je voulais vous l'indiquer parce que ce sont des perspectives de recherche hyper intéressantes. La première concerne la vitesse d'absorption. On se rend compte que les acides aminés ne vont pas être absorbés à la même vitesse en fonction de la protéine considérée. Et on se rend compte qu'il y a des effets, des impacts sur la santé chez les individus. Ça, c'est une première piste. C'est la deuxième piste qui est très étudiée à l'heure actuelle. C'est qu'on se rend compte qu'il y a certains acides aminés qui ont des effets spécifiques sur la synthèse protéique. C'est en particulier la leucine qui va favoriser la synthèse protéique plus que d'autres acides aminés. Donc, je vais vous développer plutôt les deux premiers points qui sont très connus. Donc, concernant la composition des protéines en acides aminés, donc il y a une vingtaine d'acides aminés qui ont été identifiés à l'heure actuelle. 9 sont indispensables. Ce sont les 9 premiers qui vous sont indiqués au-dessus de la diapositive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est incapable de les fabriquer. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument les consommer chaque jour pour être en bonne santé et pouvoir entre autres synthétiser les protéines dont on a besoin. Je vous rappelle qu'on n'a pas de stock d'acides aminés. Donc il faut absolument les apporter chaque jour pour que notre organisme finalement fonctionne à 100% de ses capacités. C'est pour cela qu'on a finalement, au niveau de la littérature, on a identifié finalement la quantité d'acides aminés dits indispensables à consommer chaque jour. Donc ça vous est indiqué sur cette colonne. Et derrière, nous avons finalement identifié la protéine idéale qui permettrait de couvrir finalement nos besoins en acides aminés indispensables. Qu'est-ce qu'il se passe en fonction de notre consommation en acides aminés? Le cas numéro 1 qui vous est indiqué au-dessus, c'est le cas idéal où nous sommes face à un individu qui a bien suivi ses cours de nutrition et qui a finalement un comportement alimentaire qui consomme, qui a une alimentation équilibrée. Et donc là, il va couvrir l'ensemble des besoins en acides aminés indispensables. Et là, tout va bien, c'est-à-dire qu'il va fabriquer les protéines dont il a besoin. Et la partie excédentaire d'acides aminés, comme on ne les stocke pas, vont servir à autre chose, en particulier à fabriquer par exemple de l'énergie. Deuxième cas, nous sommes face à un individu qui ne consomme pas de façon équilibrée ses acides aminés, il en manque un, c'est-à-dire qu'il y en a un qui n'est pas en quantité suffisante au niveau des indispensables. Alors, dans ce cas, là par exemple, c'est la lysine. Que se passe-t-il? Eh bien, la synthèse protéique chez cet individu va être réduite à la quantité qu'il va retrouver au niveau de son organisme en ce qui concerne cet acide aminé, la lysine. Ça veut dire que là, la synthèse protéique nécessaire chez l'individu ne sera pas optimale et ça s'explique uniquement par le fait qu'il y a un acide aminé qui est consommé en quantité insuffisante. Donc le reste des acides aminés va être utilisé pour autre chose. Dernier cas de figure, nous sommes face à un individu qui mange sans doute pas suffisamment de protéines et de mauvaise qualité, donc il ne couvre pas ses besoins en acides aminés quels qu'ils soient. Et bien pareil, la synthèse protéique chez cet individu va être réduite à la valeur de l'acide aminé la plus faible. Donc dans ce cas, par exemple, c'est la méthionine. D'où l'importance de couvrir nos besoins en acides aminés indispensables chaque jour pour pouvoir finalement synthétiser les protéines dont nous avons besoin. Donc je vous ai indiqué ici, j'ai comparé finalement les protéines végétales par rapport aux protéines animales en ce qui concerne leur profil en acides aminés indispensables. Donc vous voyez ici, donc là c'est un index chimique qui permet d'identifier ça. Donc on fait simplement le ratio par type de protéine, par exemple pour le lait.
La quantité, finalement, on regarde la quantité d'acides aminés indispensables dans les protéines de lait comparée aux protéines de référence, la protéine idéale. Donc quand cette valeur est supérieure à 100, ça veut dire que ce sont des protéines qui ont un bon profil en acides aminés. Donc on voit que les protéines de lait issues des œufs, du bœuf ou du poisson sont de bonne qualité, ont un bon profil en acides aminés indispensables. En ce qui concerne le blé et le riz, on constate qu'il y a un acide aminé indispensable qui est en quantité insuffisante. Il s'agit de la lysine. Et en ce qui concerne les légumineuses, comme par exemple les lentilles, on voit finalement que ce sont les acides aminés soufrés, méthionine et cystéine qui sont en quantité insuffisante. Donc on voit qu'en ce qui concerne le profil en acides aminés, il y a déjà une différence entre en termes de qualité de profil entre les protéines d'origine animale et végétale. C'est pas dramatique dans le sens où on peut finalement, en couplant différentes sources de protéines, on peut finalement répondre au profil en acide aminé idéal chez l'homme. Je vais vous l'illustrer ici. Donc dans ce tableau, vous êtes indiqué la protéine de référence, donc la protéine idéale par rapport aux besoins de l'homme. On retrouve que par exemple pour la protéine de bœuf, elle couvre bien l'ensemble des acides aminés de référence, donc de la protéine de référence. Le blé, on retrouve qu'il y a donc une quantité insuffisante en lysine, et par exemple le pois, on voit que la quantité en lysine est suffisante, mais que c'est la quantité en acide aminé soufré qui est insuffisante. Donc finalement, si dans un repas vous consommez un mélange de pois et de blé, l'ensemble des deux va vous permettre de couvrir votre profil en acide aminé. Donc on peut tout à fait, en mixant les deux types de protéines, couvrir les besoins chez un individu. Le deuxième facteur, c'est la digestibilité, donc capacité à digérer les protéines. On avait vu tout à l'heure ce qui pouvait inhiber cette digestibilité. Donc là, je vous ai mis des pourcentages de digestibilité réels. Donc c'est un peu la même conclusion que pour le profil en acide aminé. On voit que finalement, les protéines d'origine animale ont un taux de digestibilité qui est très proche de 100%, alors que les protéines d'origine végétale, en fait, le taux de digestibilité est plus faible. Il peut être même très très faible pour certaines protéines, comme celles issues, par exemple, des haricots blancs, où on est environ à 80% de taux de digestibilité. Donc là, ça s'explique en particulier par la présence de facteurs antinutritionnels ou de fibres, comme je vous l'ai dit au départ. J'attire votre attention sur le soja. Le soja, c'est un petit peu particulier d'un point de vue qualité nutritionnelle des protéines, en fonction des procédés utilisés. On a une très bonne qualité de protéines issues du soja. Donc, il faut savoir que dans la littérature, il y a plusieurs indices de qualité qui ont été identifiés qui permettent de coupler, entre autres, les deux facteurs que je vous ai illustrés, à la fois le profil en acide aminé puis le taux de digestibilité. Donc, je vous ai identifié, il s'appelle le PDCAS et le DIAS, ils vous sont indiqués ici. Donc là, c'est le cumul des deux facteurs qui permettent d'expliquer la qualité des protéines. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit que finalement les protéines d'origine animale sont de meilleure qualité en règle générale que les protéines d'origine végétale, puisque ces indices sont supérieurs à 1, donc permettent de couvrir les besoins et en acides aminés donc, des individus. Donc voilà, je crois que la première chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas revenir sur le fait que les protéines d'origine animale sont d'excellente qualité et que les protéines végétales, en fait, il y a des choses à faire pour améliorer à la fois la digestibilité et puis bien tenir compte du profil en acides aminés, donc souvent coupler deux types de protéines végétales différentes pour couvrir les besoins en acides aminés des individus. Mais je pense qu'il faut quand même que nous prenions du recul ensemble. Donc la première chose, c'est la notion de couverture protéique à envisager sur la journée, sur un repas ou sur la journée. Il est clair qu'on ne va pas consommer qu'une source de protéines. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut bien l'envisager sur un repas. Donc il y a plusieurs aliments qui vont apporter des protéines, voire sur une journée pour couvrir nos besoins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les procédés de transformation peuvent
améliorer la qualité des protéines d'origine végétale. Il y a énormément de travaux qui sont menés sur ce point-là. Donc à la fois au niveau des procédés, mais peut-être également de la petite fermentation, ou même la germination de certaines protéines type légumineuses peuvent apporter des bienfaits d'un point de vue nutritionnel et améliorer la biodisponibilité. Et enfin, donc en pratique, une personne qui ne consommerait pas de protéines d'origine animale, il faut savoir que le souci, c'est que derrière, il va y avoir d'autres types de carences qui vont être déclenchées, en particulier des carences en fer, puisque le fer héminique est beaucoup plus biodisponible que le fer non héminique, qu'on va retrouver chez les végétaux, mais également des carences en vitamine B12, entre autres. Donc, un régime sans protéines d'origine animale va entraîner d'autres types de carences. Et en ce qui concerne les protéines, quelqu'un qui consommerait un excès de protéines animales, il y a d'autres points qui peuvent apparaître. C'est qu'on peut être en déficit, ne pas suffisamment consommer de fibres, par exemple, que l'on retrouve bien évidemment que dans le règne végétal. Et puis, on a un apport en graisse saturée qui peut être un peu trop important. Voilà, je ne sais pas si j'ai le temps d'une diapo ou si je m'arrête là. Je conclue. Alors, je conclue par le Programme national de nutrition santé. Je pense que vous le connaissez tous. Et les recommandations qui sont les suivantes et qui devraient corroborer tout ce que je vous ai dit. Donc, il faut savoir qu'au niveau du Programme national de nutrition santé, il a été revu il y a quelques années. Et donc, on a préconisé, ce qui était nouveau en fait, c'est qu'on a préconisé la consommation de légumineuses, donc 2 fois par semaine, pour quelque part amener une source de protéines végétales un petit peu plus importante, donc sous forme de légumineuses, et puis également un apport en fibres un petit peu plus important. On a proposé de diminuer la consommation de produits laitiers. Nous étions à 3 produits laitiers par jour. Nous ne sommes plus qu'à 2 pour éviter entre autres un apport en acides gras saturés un peu trop important. Et enfin, on conseille de diminuer donc la quantité de viande consommée, de ne pas l'annuler, on est bien d'accord. Donc c'est une question d'équilibre, mais simplement de diminuer un petit peu la consommation de protéines animales, donc d'apport de viande, pour diminuer entre autres un apport en acides gras saturés un peu trop important, et donc d'augmenter la quantité de protéines d'origine végétale. Voilà. Merci Hélène pour ce préambule. Est-ce qu'on a on va prendre une question ou deux. Est-ce qu'il y a une question dans l'Assemblée? Oui. Je suis surpris qu'on ne stocke pas du tout les protéines. On en a beaucoup dans les mucles. Alors c'est une question, on ne stocke pas d'acides aminés. On n'a pas un pool d'acides aminés d'attente qui ne serait pas utilisé sous forme de protéines fonctionnelles. C'est-à-dire qu'on peut hydrolyser nos protéines fonctionnelles pour libérer les acides aminés, mais ce sont des protéines qui ont un rôle au niveau de l'organisme. Il n'y a pas de stockage en tant que tel sous une forme d'un pool d'acides aminés libre, comme on peut l'avoir par exemple pour le glucose, où il va être stocké sous forme de glycogène, un pool d'attente. Il n'y a pas de pool d'attente en fait. Et donc, si un individu qui ne consommerait pas, qui a un déficit en lysine, par exemple au niveau de son alimentation, il va hydrolyser ses protéines fonctionnelles. Il va faire un choix, il va orienter ses protéines. Et donc finalement, il y a sans doute certaines protéines qui lui manqueront. C'est ce que je voulais dire dans mes propos. On ne peut pas considérer que c'est un stockage en fait, puisqu'elles sont toutes fonctionnelles.